Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui. Ces deux noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant, ces deux hommes sont soupçonnés d'être des personnages clés de l'engrenage fatal qui a conduit à la décapitation de Samuel Paty le 16 octobre 2020. Lundi 2 décembre et mardi 3 décembre 2024, ces deux hommes étaient interrogés par la cour d'assises spéciale de Paris, une étape importante du procès de l'assassinat de Samuel Paty. Un procès que suivent pour Libération, Margot Gable et Willy Ledevin. Alors que faut-il retenir des interrogatoires de Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui? Qui sont les autres accusés? Quels sont les enjeux de ce procès et comment le raconter en tant que journaliste? On va parler de tout ça avec vous, Margot et Willy. Et ma première question, pour poser un petit peu le contexte de nos discussions, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que l'on découvre le 16 octobre 2020? Margot d'abord. Alors le 16 octobre 2020, on est un vendredi, on est la veille des vacances scolaires. Et à 17h, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine est assassiné et décapité à une centaine de mètres du collège par un terroriste islamiste, Abdullah Kanzorov, qui est un jeune de 18 ans, un jeune tchétchène de 18 ans, radicalisé. C'est quoi un petit peu le point de départ, s'il y en a un en tout cas, de cette affaire et de cet assassinat du coup? En fait, tout l'enjeu de ce procès est qu'on regarde en fait et on essaye de juger les accusés qui sont renvoyés devant la cour d'assises à l'aune de l'acte final d'Abdullah Kanzorov. Et en fait, c'est toujours très intéressant d'avoir l'idée que nous, on doit essayer de mettre les lunettes de ceux qui doivent presque occulter l'acte final du 16 octobre 2020. Qu'est-ce qui se passe en amont? Il se passe une succession d'événements auxquels sont liés, en l'occurrence, les accusés qu'on a à juger aujourd'hui. Et en fait, tout part, pour faire simple, parce que cet engrenage est quand même très compliqué, d'une forme de quiproquo qui naît dans un cours où n'est pas une élève, une collégienne qui s'appelle Zora, mais qui prétend, c'est très important d'avoir à l'esprit qu'elle n'est pas là, mais qui prétend que Samuel Paty a demandé à des élèves musulmans de quitter sa classe au moment où il diffusait des caricatures du prophète Mahomet. C'est un cours sur la liberté d'expression. Il avait décidé de s'appuyer sur le support pédagogique des caricatures. Il décide d'en montrer 3, dont une plus choquante que les 2 autres, on pourra y revenir. Et cette jeune fille explique à sa mère d'abord, à son père ensuite, qu'elle a été exclue par Samuel Paty parce qu'elle serait musulmane et que donc il y a une forme de discrimination. En réalité, cette jeune collégienne a un comportement problématique depuis plusieurs mois au collège. Elle est très insolente, on est en période post-Covid, elle ne met pas son masque. Elle a des problèmes de comportement et c'est plutôt pour ça et pour masquer en fait des exclusions des heures de colle qu'elle ne veut pas confesser à ses parents, qu'elle va expliquer en fait qu'elle a des problèmes avec la direction du collège, mais en fait elle va expliquer que l'origine de ces problèmes est cette exclusion du cours de Samuel Paty. S'ensuit un engrenage en fait où son père réagit très vivement. Poste des messages, publie une vidéo sur Facebook dans laquelle il parle lui d'un problème de discrimination porté contre des élèves musulmans formellement ostracisés par Samuel Paty. Donc son père c'est Brahim Chnina. Cette vidéo va essaimer sur les réseaux sociaux. Un contact d'Abdelhakim Sefrioui, qui est lui un militant islamiste endurci et récurrent de la scène de l'islam politique français, va tomber sur cette vidéo par un contact qui lui envoie, va venir immédiatement, dès le lendemain de la réception de cette vidéo au collège du Bois d'Aulne, va rencontrer Brahim Chnina, va mettre la pression sur la direction de l'établissement. Et donc, en fait, on voit que du mensonge initial naît une polémique qui devient très puissante. Ils vont rencontrer la principale, le contexte va continuer de s'envenimer. Abdelhakim Sefrioui va à son tour faire une nouvelle vidéo dans laquelle il accusera Samuel Paty d'être un voyou. Il va continuer de mettre de l'huile sur le feu. Un dépôt de plainte va avoir lieu de la part de la famille Chnina pour diffusion d'images pédopornographiques. Pornographiques à des mineurs.
Ouais, pornographique à des mineurs. Le collège du Bois d'Aulne et la principale va aller déposer plainte ensuite avec Samuel Paty à ses côtés pour diffamation publique. Tout ça dure une dizaine de jours jusqu'à l'arrivée d'Abdullah Kanzorov qui en fait commet un acte évidemment terrible, mais qui en fait est un acte qui va donner la connotation terroriste à l'entièreté d'une polémique qui est évidemment nauséabonde, mais qui jusqu'à l'acte final d'Abdullah Kanzorov ne sont pas des faits stricto sensu de nature terroriste. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire, si je te suis du coup Willy, qu'aujourd'hui là dans ce procès, il y a plusieurs accusés. Est-ce que Margot, tu peux nous dire un petit peu... Il y en a 8, tu peux les présenter. Il y a 8 accusés. En fait, si on veut schématiser, il y a 3 grands groupes d'accusés. Donc il y a d'un côté Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui, qui eux sont le père de la collégienne et le prédicateur islamiste, on l'a dit, qui eux comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes. Ensuite, on a 2 amis d'Abdullah Kanzorov, 2 amis d'Évreux, il vient d'Évreux dans l'Eure. Donc c'est un pote de la salle et son ami d'enfance qui, eux, sont accusés d'avoir aidé le terroriste à s'armer notamment. Ils sont accusés de l'avoir accompagné acheter un couteau, une arme d'airsoft et pour l'un, de l'avoir accompagné en voiture devant le collège. Donc eux, ils comparaissent pour complicité d'assassinat terroriste. Et le dernier grand groupe, c'est donc les 4 autres accusés. Eux sont accusés d'avoir entretenu des liens virtuels, en l'occurrence, avec Abdullah Kanzorov, notamment sur Snapchat et Twitter. Et ils sont accusés de l'avoir galvanisé et de l'avoir conforté dans son passage à l'acte. Et d'ailleurs, après, d'avoir même, pour certains, republié, transféré son message de revendication qu'il avait publié sur Twitter. Et donc certains de ces accusés sont déjà incarcérés aussi depuis le 16 octobre 2020 ? Tout à fait, ils sont 5 à être incarcérés. Donc il y a Abdelhakim Sefrioui, Brahim Chnina, un Youssouf Sinar qui est un des membres de la djihadosphère et les 2 amis d'Évreux. Eux sont incarcérés et il y en a 3 qui comparaissent libres. Il y a une remarque dans le chat qui nous dit « Je pense toujours à son fils, au fils de Samuel Paty, Gabriel, qui avait seulement 5 ans lors de l'assassinat de son papa. » Ce que vous me signaliez quand on préparait aussi un petit peu ce stream, c'est que Gabriel a été présent lors de ce procès. Ouais, ce qui est très particulier, ce qui est pour moi en tout cas qui était assez inédit, ça a créé un moment d'ailleurs particulièrement à la fois émouvant et déstabilisant. Normalement, les enfants ne viennent pas dans les cours d'assises, d'abord parce que c'est très évidemment ce qui s'y dit est particulièrement violent, a fortiori quand sont jugés des accusés qui sont mêlés à l'assassinat de son père. En fait, il est venu le jour où ses proches, en fait, où donc Samuel Paty a 2 sœurs, sa maman est venue également déposer à la barre. Donc il y avait sa grand-mère, il y avait ses tantes, il y avait ses cousines, il y a eu un certain nombre de proches de Samuel Paty qui ont parlé, et il y a eu l'ex-femme de Samuel Paty qui est prof elle aussi, et qui est venue avec lui. En fait, c'était son choix, il a demandé à sa mère de venir. Il voulait assister en fait aux dépositions de ses proches, et donc ils l'ont fait entrer par le fond de la salle. En fait, il faut matérialiser qu'on est dans la salle dite grand procès de la cour d'assises. En fait, c'est une salle qui a été créée ad hoc pour les grands procès terroristes. On a passé 3 grands dossiers dedans. Je crois que Peter Sherif y était, mais les assassinats du 13 novembre et ceux de Nice ont été jugés dans cette salle. C'est une très grande salle moderne qui est très profonde, et en fait Gabriel est rentré par le fond de la salle, et il est remonté jusque sur les premiers bancs pour être pas très loin de la barre, et en fait c'était étrange. Moi, ça m'a fait comme l'effet d'une haie d'honneur, tout le monde le regardait. Il ressemble beaucoup à son père, il a des lunettes, il a un peu le même regard, c'était très perturbant, à la fois émouvant et perturbant. Et en fait, il a écouté comme ça ses proches parler à la barre, c'était assez... ça donnait un peu un frisson. Et il a eu cette phrase qu'a retraduite sa mère à la barre, qui était... il lui a demandé la veille, si j'ai une question, est-ce que je peux lever la main ?
Et moi, je l'ai gardé dans mon article parce que je trouve qu'à la fois, c'était très fort et que ça montrait aussi toute l'idée que c'est une famille, parce que les parents de Samuel Paty sont aussi des directeurs d'école, donc son ex-femme était prof aussi. Ça traduit vraiment l'idée d'une famille très ancrée dans l'éducation nationale, où même le petit a cette idée en tête au moment même où il va aller au procès des accusés liés à l'assassin de son père, de lever la main. Mais à ce procès, j'imagine qu'on doit aussi montrer certaines pièces du dossier qui peuvent être sensibles, ou en tout cas qui peuvent être choquantes aussi. Est-ce qu'on prévient à l'avance? Comment ça se passe pour montrer ce genre de choses? Alors en fait, ça c'est un peu... Il n'y a pas de règle écrite. Un procès aux assises, par nature, c'est toujours extrêmement violent. Parce que, en fait, pour comprendre les faits qui ont été commis, on en examine aussi les scènes de crime. C'est-à-dire que les scènes de crime, elles sont montrées, les corps sont montrés, les armes sont montrées. Et c'est au président, en fait, qui dirige les débats, qui préside les débats, d'avoir l'égard de faire attention, de prévenir la salle quand des images choquantes peuvent être montrées. Il y a eu un précédent au moment du procès des tueries de Charlie Hebdo, fin de janvier 2015. Le président avait lancé la vidéosurveillance, des caméras de vidéosurveillance de la rue Nicolas Appert, de la salle de rédaction, sans prévenir. Donc évidemment, à la fois les survivants de Charlie et les journalistes et par extension, tous les gens dans la salle ont été très choqués de voir ça en direct. Le président aurait pu prévenir qu'il laissait quelques minutes à ceux qui voulaient sortir de la salle pour le faire. Et depuis ce précédent, en fait, qui a beaucoup choqué et sur lequel tous les journalistes ont écrit qu'en fait, ça a été extrêmement violent et mal géré, depuis, les présidents veillent toujours à avertir en disant « Attention, nous allons désormais examiner des images particulièrement violentes » et permet notamment à ceux qui veulent sortir de la salle de le faire. Et d'ailleurs, une des sœurs de Samuel Paty est sortie à certains moments. Je le disais au moment de l'introduction, si on fait aussi ce stream là maintenant, c'est parce qu'en début de semaine, il y a eu 2 interrogatoires particulièrement importants, ceux de Brahim Chnina et d'Abdelhakim Sefrioui, on commençait à en parler. Margot, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément qui est Brahim Chnina ? Et quel rôle il a du coup dans cette affaire? Alors Brahim Chnina, c'est le père de la collégienne, on l'a dit tout à l'heure. Son rôle dans cette affaire, c'est qu'il est accusé d'avoir fait monter la sauce, on va dire, sur les réseaux sociaux. Il a le soir où il apprend le mensonge de sa fille, sur le coup il ne sait pas que c'est un mensonge, mais quand il apprend ça, il se rue sur Facebook, il publie énormément de posts et le lendemain il va jusqu'à publier une vidéo. Et donc, il fait monter la sauce comme ça contre Samuel Paty. Une vidéo qui dit quoi ? Dans la vidéo, il présente les faits. Il présente il présente notamment Samuel Paty comme un voyou. Il présente, il explique un peu ce qui s'est passé. Il raconte ce que sa fille lui a raconté. Il rapporte les propos de sa fille. Voilà. Okay. Mais la veille, par contre, dans les publications Facebook, il dévoile l'identité de Samuel Paty et il donne l'adresse du collège. Ce message restera 1 heure à peu près sur son compte Facebook avant de le retirer. Et donc, il y a des internautes qui interviennent. Oui. Pour lui demander de retirer le nom. De retirer. Ah oui. Et donc il a été interrogé sur les faits ce lundi et donc c'était le père de la collégienne. Il a 52 ans. Il est apparu très affaibli. En fait, on était tous assez unanimes pour dire ça. Il a 52 ans, mais vraiment il en paraît 20 de plus. Il a apparu très affaibli à la barre et il avait tout de suite une posture assez. Il a tout de suite dit qu'il était responsable, en fait, qu'il se sentait responsable d'avoir en effet publié ces vidéos, mais que pour autant il niait le lien avec le terrorisme. Mais pendant toute la journée, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il s'est par exemple tourné vers la famille de Samuel Paty pour présenter des excuses. Il a vraiment tenu à endosser sa part de responsabilité par rapport aux faits. Et ça, c'était particulièrement intéressant parce que le lendemain, justement, on a eu Abdelhakim Sefrioui. On a eu son interrogatoire et lui avait une posture totalement différente. Abdelhakim Sefrioui, plus précisément, du coup, lui, quel rôle il a et c'est qui Abdelhakim Sefrioui, on lui reproche exactement la même chose, d'avoir fait monter la sauce, pour le dire familièrement. L'expression de Margot est bonne.
C'est-à-dire que c'est des gens qui ont, par leurs vidéos, exercé une forme de pression à la fois sur le collège et qui ont... Parce qu'El-Sefrioui, il a fait une autre vidéo, lui, à côté. Il a fait une autre vidéo, en fait, qui est formellement réalisée le 11, qui est finalisée le 11, qui ensuite est envoyée à ses contacts le 12. Alors, l'honnêteté nous oblige à dire, parce que les faits sont les faits, que la vidéo de Sefrioui n'est pas vue par Abdullah Kanzorov, ce qui est un gros axe des avocats de la défense de Sefrioui. Néanmoins, il a contribué évidemment lui aussi à mettre de l'huile sur le feu. Abdelhakim Sefrioui, c'est pas du tout le même profil que Brahim Chnina. C'est un militant islamiste très endurci qui agit sur la scène de l'islam politique français depuis une trentaine d'années, qui est notoirement connu par ailleurs, il est lui-même ancien professeur, faut le savoir, mais qui est lui notoirement connu pour avoir multiplié les polémiques auprès de l'éducation nationale en intervenant à la sortie des établissements scolaires, notamment sur des revendications religieuses qui est de permettre aux élèves de porter des robes longues, où voilà, il est intervenu sur l'abaya. Il a aussi une forme de militantisme très très radical, avec des propos d'ailleurs très régulièrement antisémites en faveur de la Palestine, mais de manière voilà, vraiment très 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 radicale. Pour ça, il a monté un collectif en 2004 qu'il a nommé Cher Yassine, du nom de Ahmed Yassine, qui est le guide spirituel du Hamas, le chef politique, le guide spiritique et politique, je vais y arriver, pardon, le guide politique et spirituel du Hamas, voilà, c'est bon, c'est sorti. Et donc voilà, symboliquement, il a nommé son collectif comme ça. Et ce collectif, en fait, pendant une quinzaine d'années, réalisé vraiment beaucoup de manifestations dans des mosquées, a mis la pression à des imams, à des établissements scolaires, etc. Donc c'est quelqu'un qui est parfaitement connu des services de renseignement et dont le discours, en fait, de manière matricielle, est un réel discours islamiste. Ils font chacun monter la sauce de leur côté, Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui. Est-ce qu'ils se connaissent, ces deux personnages-là ? De base, en tout cas. Alors, ils sont pas proches, ils ne se côtoient pas quotidiennement, hein. C'est ni des amis, ni des camarades militants, etc. Chnina sait qui est Sefrioui, parce que Sefrioui avait une visibilité par ailleurs. Hein. Il est connu dans une petite sphère. Il est connu dans une sphère, voilà, militante, islamiste, assez radicale. Il a été très très influent, notamment Sefrioui. Moi, je l'avais d'ailleurs croisé, rencontré, etc. en 2014, quand il y a déjà une opération armée israélienne contre la bande de Gaza. Il y a eu beaucoup de manifs dans Paris à l'été 2014, et Cher Yassine, par exemple, avait été très souvent dans les cortèges, avait un camion. Et Sefrioui était là au mégaphone, haranguant la foule, etc. Donc c'est quelqu'un qui avait une vraie visibilité. Donc Chnina le connaît comme un militant un peu récurrent, je pense, de la cause palestinienne. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en lien le 25 septembre, justement pour voilà. Ça. Brahim Chnina contacte Abdelhakim Sefrioui aux alentours du 25 septembre sur la question justement palestinienne. Mais ils ne se connaissent pas tellement parce que il l'a dit à la barre lors de son interrogatoire. Pour lui, Sefrioui, il l'appelle Monsieur Palestine. C'est Monsieur Palestine qui faisait de l'humanitaire. Donc, ils se connaissent, mais ils n'ont pas non plus des liens très proches. Par contre, Sefrioui va se faire envoyer la vidéo de Brahim Chnina. En fait, il explique que c'est un de ses contacts WhatsApp qui lui envoie la vidéo de Chnina. Il la voit tardivement un soir, et dès le lendemain, il est au collège. Il va dès le lendemain au collège. Et là qu'il va au collège avec Chnina. Il va au collège. Il va au collège du Bois d'Aulne, et là il forme un binôme avec Brahim Chnina à partir de ce moment-là, et ils vont rencontrer la principale du collège dans un rendez-vous assez houleux dont on peut reparler si ça intéresse les internautes. Et ensuite il y a pendant quelques jours une forme de binôme qui va s'opérer entre eux. Il y a une question dans le chat sur Abdelhakim Sefrioui justement qui demande est-ce qu'il a déjà été condamné pour antisémitisme ? Alors non, d'ailleurs il ne manque jamais de le dire au procès qu'il n'a jamais été condamné pour cela. Après il a des mots, des saillies, des sorties qui laissent assez peu de place au doute. Mais effectivement il n'a jamais été formellement condamné pour cela. Il n'a même d'ailleurs jamais été, je crois, formellement condamné du tout. D'accord. Comment il apparaît, lui, justement, pendant ce procès ? Parce que, Margot, tu nous expliquais que voilà, Brahim Chnina était plutôt mal en point. Comment est-ce qu'il apparaît, lui, Abdelhakim Sefrioui, lors de ce procès ?
Abdelhakim Sefrioui, en fait, c'est un énorme tchatcheur, c'est un embrouilleur, c'est quelqu'un qui a réponse systématiquement à tout, c'est quelqu'un pour qui au sujet duquel tout le monde ment. Mardi, quand on y était, on a assisté à un interrogatoire qui a duré près d'une dizaine d'heures, où il y a beaucoup de témoins qui sont venus parler de sa personnalité, etc. à la barre. Jamais, à la différence de Brahim Chnina, Abdelhakim Sefrioui a confessé une forme de remords ou d'introspection par rapport à ce qu'il a pu faire ou ce que peuvent dire les gens de lui. Les gens se trompent toujours à son sujet, on lui fait toujours de mauvais procès. Il a eu des mots par ailleurs extrêmement forts à l'aune de cet engrenage. Il dit « Moi, je suis étranger à ce qu'il s'est passé ». Il dit « Je ne suis pas un membre de cet engrenage, je suis à part ». Là-dessus, effectivement, il a toujours cette réponse qui est de dire Abdullah Kanzorov cherchait une cible, il n'a pas vu ma vidéo, ce n'est donc pas moi qui suis l'origine du ciblage de Samuel Paty, je suis donc étranger à tout cela. Et lui dit que, limite, il ne comprend pas ce qu'il fait ici. Et parce qu'il a vu l'assaillant a vu la vidéo de Chnina. De Brahim Chnina, voilà, parce que c'est ce qui ressort de l'enquête. Quand il voit du coup la vidéo de Brahim Chnina, il le voit en fait dans l'heure pendant laquelle il y a encore les coordonnées du collège et le nom de Samuel Paty. Et en fait, il copie-colle ce message dans ses notes, parce que c'est ce qui a été retrouvé dans son téléphone après, pendant les faits. En revanche, c'est vrai, factuellement c'est vrai, rien n'a pu déterminer, du moins, que Abdullah Kanzorov ait regardé la vidéo d'Abdelhakim Sefrioui. Il y a eu quelques contacts aussi entre Kanzorov et Chnina, très brefs, mais des contacts téléphoniques. Des contacts téléphoniques brefs, oui. Pour que Kanzorov mette la main après sur Samuel Paty lorsqu'il arrive au collège, comment ça se passe ? Parce qu'il ne sait pas, par exemple, à quoi il ressemble. Il ne sait pas du tout à quoi ressemble Samuel Paty, il a juste son nom. Abdullah Kanzorov est déposé devant le collège en début d'après-midi par Naïm Boudaoud, qui est un ami d'Évreux. Il est déposé à 13h et là, en fait, il zone. Il a un sac Adidas avec lui et il zone pendant plusieurs heures devant le collège. Et il cherche en fait un collégien vers qui alpaguer, pour lui demander qui est Samuel Paty. Il trouve rapidement un petit groupe de collégiens sur le parvis qu'il va voir et il propose à l'un d'entre eux 300 € pour lui désigner Samuel Paty. Là, le collégien va chercher d'autres amis. Il le dit à la barre qu'il est passé témoigner il y a maintenant 2 semaines. Il fanfaronne un peu, En fait, Abdullah Kanzorov lui laisse déjà une petite partie de l'alias et donc il fanfaronne et il dit à ses copains regardez, si on monte Samuel Paty, on aura 300 €. Et donc c'est ce qui se passe. Donc ce petit groupe reste pendant plusieurs heures devant le parvis du collège. Il y a même d'ailleurs la police passe à un moment, voit le groupe et reste quelques secondes pour faire se disperser ce groupe parce qu'il se dit c'est un peu bizarre. Le collège est sous tension depuis 2 semaines. Il y a un groupe de collégiens avec un homme en noir. Ils n'ont rien à faire là. Le groupe éclate, en fait, se reforme très vite. Et à 16h50. Samuel Paty sort du collège depuis le parking et là, les collégiens désignent Samuel Paty à Abdullah Kanzorov. Les différents collégiens qui sont mêlés à cette affaire, est-ce qu'ils sont jugés aussi là pendant ce procès ou est-ce que c'est un autre procès ? Ils ont été jugés l'année dernière par un tribunal pour enfants, parce que quand vous êtes mineur en France, vous relevez du tribunal pour enfants. Donc l'audience se tient par ailleurs à huis clos, c'est-à-dire que les journalistes et le public n'y assistent pas. Et certains des collégiens ont été condamnés, notamment la fameuse Zora, qui est la fille de Brahim Chnina, qui est à l'origine donc, de l'engrenage par son mensonge et qui a écopé de 18 mois de sursis probatoire. Mais elle est également présente au procès actuellement ? Alors elle a été appelée à la barre parce qu'elle est un membre déterminant en fait des faits de l'engrenage et donc aussi une façon de comprendre la responsabilité de son père. Elle a pu venir à la barre à 2 conditions, si je puis dire. La première, c'est que d'abord, elle n'est pas venue à la barre comme mise en cause. Elle a pu venir parce qu'elle a déjà été jugée l'année dernière. Donc, elle n'était pas là comme mise en cause. Et elle est venue, elle a été entendue à titre de témoin, mais témoin de renseignement. C'est-à-dire qu'en fait, à ces témoins-là, on ne leur demande pas de
de prêter serment. Elle ne peut pas, en fait, quand vous arrivez à la cour d'assises, vous prêtez toujours serment de parler sans haine et sans crainte, de ne pas avoir de liens familiaux, de connaissances, des liens financiers avec les accusés, ce qui vous permet, en fait, d'être à distance. Le président vous demande de dire la vérité, de lever la main et de dire « je le jure ». Et quand on a comme ça des gens qui sont liés de manière familiale à un des accusés, ils ne prêtent pas serment parce qu'on pense qu'ils peuvent mentir du fait de leur lien. Okay. Et en fait, on pense qu'elle a un peu arrangé quand même un tout petit peu sa déposition avec l'idée de défendre son père. Ce qui, à la fois, est évidemment problématique à l'aune de la vérité, quelque part, de la vérité judiciaire, ce qui est problématique moralement à l'égard de la famille Paty, mais ce qu'on peut comprendre au sens d'une fille défendant son propre père, elle n'est pas liée à lui d'une manière parfaitement normale. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule des collégiens à avoir été entendue dans ce procès. Donc les collégiens, on l'a dit tout à l'heure, ont été jugés l'année dernière, il y a un an, mais les 2 collégiens qui ont désigné Samuel Paty ont aussi été entendus en tant que témoins il y a 2 semaines, la veille de la collégienne. Plusieurs questions dans le chat. D'abord, quelqu'un veut revenir sur la rencontre entre la principale du collège et Abdelhakim Sefrioui et Brahim Chnina. Il demande comment se fait-il en fait que Abdelhakim Sefrioui soit reçu par la principale du collège avec Brahim Chnina, car si je comprends bien, il n'y a pas de lien avec le collège. Oui, c'est une très bonne question. Alors ça oblige à replonger un peu dans l'engrenage. En fait, pour essayer de faire assez simple, Zora pose un certain nombre de problèmes de comportement récurrents. Elle est très connue au collège du Bois d'Aulne pour poser des soucis dans différents cours. L'administration du collège tente de mettre la main sur sa famille pour expliquer à sa famille qu'elle pose vraiment des problèmes récurrents et qu'il va falloir trouver une solution. Et la direction du collège tente d'associer la famille comme une forme d'accompagnement et d'aide pour qu'un message passe. En fait, d'ailleurs, la CPE du collège parle d'une forme de continuité pédagogique. Ils aimeraient que la famille se saisisse aussi du souci. Or, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là où c'est très compliqué, cet engrenage, c'est que l'interlocuteur de l'administration du collège, c'est plutôt la maman de Zora, car elle est divorcée de Brahim Chnina, et Brahim Chnina ne répond jamais, en fait, d'ailleurs la principale et la CPE le disent comme ça, quand le collège appelle pour se plaindre du comportement de la fille. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Zora elle va utiliser le mensonge dans lequel elle va prétexter la discrimination qu'aurait commis Samuel Paty contre elle, pour en fait créer une forme d'écran de fumée à la réelle cause de son exclusion par la principale du collège, parce qu'en fait elle est exclue pendant 2 jours pour son comportement, mais elle va expliquer qu'en fait elle a été exclue à la suite de ce qui s'est passé dans le cours de Paty. Bon. Quand Chnina et Sefrioui se retrouvent à la grille du collège pour agir et mettre la pression sur le collège pour cette supposée histoire de caricature, le quiproquo va prendre une forme encore plus puissante. La principale dit à la barre: ah bah moi je me retrouve devant Monsieur Chnina, ça tombe bien, on n'arrive jamais à convoquer cette famille, ils ne nous répondent pas, on ne les voit pas, où la mère est hyper frondeuse à notre égard et elle défend systématiquement sa fille. Je saisis l'occasion, j'ouvre la grille, je ne sais pas bien qui est ce monsieur à côté, mais je saisis l'occasion d'essayer de lui dire que Zora pose problème. Bon, par ailleurs, elle concède que c'est parfaitement bizarre de faire rentrer une espèce d'inconnu dans son propre établissement. Mais elle dit, au moins, j'ai une occasion d'expliquer à un membre de la famille Chnina qu'il y a un problème. Et là, le rendez-vous va totalement tourner vinaigre. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'explique. Il y a 2 versions. La version de la principale qui dit... en fait, c'est Sefrioui qui mène la danse, qui a une forme d'ascendant, et ça, Margot va y revenir, c'est très important sur Chnina. C'est lui qui prend le lead, c'est lui qui hurle, il est hors de lui, il parle des caricatures, il parle de blasphème, il est dans un discours politico-religieux. Moi, je suis acculé, dit la principale. Chnina est un peu taisant, de temps en temps intervient. La principale dit: je tourne l'écran de mon ordinateur pour essayer de leur expliquer, calmez-vous, pas du tout, c'est pas du tout un sujet de caricature, etc. C'est que
pose un vrai problème, etc., de comportement. Et là, en fait, elle dit que personne ne se comprend et en gros, elle les fout dehors. Elle met fin à l'entretien dont elle estime qu'il n'est pas du tout productif. De l'autre côté, on explique, Sefrioui et Chnina, qu'en fait, il y a un problème, qui n'est pas par ailleurs un petit problème, c'est que la principale ne va jamais leur expliquer à ce moment-là que n'est pas présente au cours, et que donc, eux pensent, en tout cas Sefrioui dit, moi j'ai l'impression que ce qu'a fait Samuel Paty est une réelle discrimination à l'égard des élèves musulmans, et que la principale tente de nous expliquer qu'en fait il y a un problème de comportement, d'exclusion, etc., et que elle, en fait, elle essaye de changer de sujet pour ne pas aborder l'erreur qu'a commis Samuel Paty. Et en fait, ce rendez-vous est majeur parce qu'il y a une forme de rencontre entre les protagonistes essentiels. Et je ne sais pas si en réalité personne se comprend ou si personne nous explique aujourd'hui qu'ils ne se sont pas compris. Est-ce qu'il y a un moment important, un peu aussi de bascule, j'ai l'impression, dans ce qui va se passer après quand même ? Qui est un moment, en tout cas, qui aurait pu être un moment décisif, qui stoppe cet engrenage. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'en tout cas, on peut qualifier ce rendez-vous d'occasion parfaitement manquée. Margot, on parlait justement du lien entre Chnina et Sefrioui. Quel est le rôle de l'un pour l'autre ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand Abdelhakim Sefrioui se présente au collège, il se présente en tant que représentant du Conseil des imams de France, qui est un titre qu'il s'est auto-octroyé complètement. Et donc la question qui a surgi dans le débat lundi et mardi était de savoir si potentiellement Brahim Chnina n'avait pas été manipulé, aveuglé par Abdelhakim Sefrioui qui aurait mené la danse. Il y a plusieurs éléments qui dans l'enquête qui peuvent faire penser à ça. Déjà parce que tout au long de cette journée, Brahim Chnina ne fume pas devant lui. Il le dit à la barre lundi, il dit que c'est un homme qui est un grade au-dessus de lui. Il dit qu'il a vraiment un profond respect pour lui, par sa qualité notamment de représentant du Conseil des imams de France. Et là-dessus, donc lundi et mardi, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées à Brahim Chnina et Abdelhakim Sefrioui, et aucun des deux n'a été véritablement clair. Parce que Brahim Chnina dit d'abord, à un moment, il dit, c'est vrai que si j'avais été tout seul, ça ne se serait pas passé comme ça. Et il dit, au départ, moi, j'avais ni envie de porter plainte, ni envie de participer à une manifestation, parce qu'on a oublié de le dire, mais Abdelhakim Sefrioui propose de faire une manifestation devant le collège dans les jours suivants. Donc il dit non, je voulais pas porter plainte, je voulais pas de manifestation. Moi, je voulais juste en fait venir négocier avec la principale les 2 jours d'exclusion. Et donc la question assez légitime qu'on se pose, c'est est-ce qu'il aurait été manipulé ? Et tout de suite, quand on lui pose la question, il rétropédale et il dit non, je n'ai pas été manipulé, j'ai voulu faire ma vidéo. Donc la question reste en suspens. Une question dans le chat, mais concrètement, Brahim Chnina donne des informations décisives pour Anzorov dès le 7 octobre au soir, pour interrogation, avant le rendez-vous avec la principale. Ouais, c'est ça. Tout à fait. En fait, le 7 au soir, il va sur Facebook et là, il publie une série de messages. Et c'est dans cette série de messages qu'il donne le nom de Samuel Paty, pardon. Et l'adresse et le collège. Et l'adresse du collège. Okay. Mais il supprimera vraiment 1 heure plus tard. Mais en fait, ça suffit. Abdullah Kanzorov est déjà, en fait, on l'a dit tout à l'heure, mais il est déjà dans une recherche de cible à ce moment-là. Quelques mois plus tôt, parce que son téléphone a été étudié, quelques mois plus tôt, on remarque qu'il a déjà fait des recherches sur Twitter au sujet d'une professeure qui aurait, à ses yeux, blasphémé. Et donc, il fait quelques recherches comme ça, puis finalement, il abandonne jusqu'à ce jour où il trouve le nom de Samuel Paty. Une autre question du chat. Comment le parquet cherche à prouver le lien entre Anzorov, Sefrioui et le père ? Est-ce qu'il est possible qu'il puisse s'en sortir de façon assez clémente ? Alors, qui il ? Le père, Sefrioui, les deux ? Les deux, le père et Sefrioui. Ah, qu'il au pluriel. Oui, il au pluriel. Ouais. D'accord. En fait, c'est toute la question de ce procès, qui est très particulier, du coup. Nous sommes dans le cadre
d'une association de malfaiteurs terroristes d'une nature un peu particulière parce qu'il n'y a pas de lien antérieur et organique entre Abdullah Kanzorov et ni Brahim Chnina ni Abdelhakim Sefrioui. Peu après l'attentat à Libé, une semaine après l'attentat à Libé, on avait fait une interview de Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, qui avait dit nous avons pour la première fois sur le territoire français un attentat d'une nouvelle nature, puisque l'arme n'est plus seulement le couteau qui a permis la décapitation de Samuel Paty. Abdelhakim Sefrioui et Brahim Chnina ont fourni aux terroristes une arme idéologique, en fait. Et donc le parquet, au début en tout cas du dossier, avait attaqué très très fort a tenté de faire tenir très très fortement ce lien de manière judiciaire, parce qu'au départ de l'ouverture de l'enquête, Chnina et Sefrioui sont aussi poursuivis pour complicité d'assassinat. Au gré de l'instruction, les juges d'instruction, qui donc sont ceux qui pondent l'ordonnance de renvoi, qui définissent les charges qui seront étudiées au procès, au terme de leur enquête, estiment ne pas avoir les éléments pour incriminer Chnina et Sefrioui pour une complicité d'assassinat, précisément parce qu'ils n'ont pas trouvé de lien, que pour Sefrioui, notamment Anzorov ne voit pas la vidéo, et donc les renvoie pour une association de malfaiteurs. Alors sur quoi elle repose cette association de malfaiteurs ? Notamment sur le fait que l'un et l'autre parlent des caricatures de Mahomet, comme d'un possible, une forme de blasphème. Et surtout, l'un et l'autre font référence à la supposée adhésion, en tout cas, l'un surtout, Brahim Chnina, insiste bien en expliquant que Samuel Paty aurait dit qu'il avait participé à la manifestation de soutien à Charlie Hebdo. Et c'est là, en fait, que la qualification terroriste va tenir, que l'association de malfaiteurs terroristes va tenir. En gros, parce que Samuel Paty aurait participé à la marche de soutien contre Charlie Hebdo, donc il soutiendrait la visée, l'action de Charlie Hebdo. Et donc, en l'associant à Charlie Hebdo, il le désigne comme une cible auprès d'islamistes radicaux qui veulent agir contre les caricatures de Mahomet. Et c'est là-dessus, sur ces passages-là des messages et des vidéos, que tient l'association de malfaiteurs terroristes. Par ailleurs, c'est pour finir de répondre, c'est un lien très ténu. Et les conséquences sont très graves, puisque l'un et l'autre, Chnina et Sefrioui, risquent 30 ans de prison pour ça. D'accord. Et justement, pour rebondir, c'est justement pour ça qu'ils ont adopté des attitudes complètement différentes entre lundi et mardi. En adoptant des postures vraiment distinctes, ils cassent en fait cette espèce de légende d'un duo infernal. Depuis le début depuis 4 ans, on essaye un peu de leur coller cette image d'un duo. Et en adoptant ces postures, c'est vrai qu'ils cassent cette image d'un duo et donc potentiellement l'association de malfaiteurs terroristes. Une autre question dans le chat sur Anzorov qui demande j'ai entendu que Anzorov avait déjà été signalé pour des tweets notamment. Apparemment, il recherchait même publiquement des cibles sur les réseaux sociaux. Ça, tu en as parlé tout à l'heure, Margot. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été surveillé et empêché ? Alors ça, c'est une autre des grandes questions. Anzorov, effectivement, alors d'abord, la lutte antiterroriste, elle n'est pas infaillible. Enfin, ça, c'est étrange de le dire comme ça, mais il faut toujours quand même le réexpliquer comme ça. C'est-à-dire que même si les services de l'État, les services de renseignement ont des moyens aujourd'hui très très efficients de surveiller tout un tas de cibles potentielles, en tout cas d'individus potentiellement dangereux, elles n'ont pas la capacité de surveiller de manière massive effectivement l'entièreté de la population française, et quelque part heureusement, sinon on serait plus tout à fait en démocratie. Il se trouve qu'Anzorov, il y a deux choses. D'abord, il y a une radicalisation très rapide, ce qui est en réalité assez peu courant. C'est quelqu'un qui, à partir du printemps 2020,
va vraiment montrer des signes de radicalisation. C'est quelqu'un qui, auparavant, au cours de son adolescence, a toujours été extrêmement violent, mais qui n'était pas forcément violent sur un aspect djihadiste. À partir du printemps, on va le voir en fait vraiment se radicaliser dans son comportement au quotidien. Il va devenir très très assidu dans la façon qu'il va avoir de d'abord faire la prière et de reprocher aux autres de ne pas la faire. Il va devenir très prosélyte. Il va se mettre à consulter en abondance de la documentation djihadiste. Et là, effectivement, il y a ce compte Twitter qui s'appelle Al-Anzar, sur lequel il va tweeter des propos extrêmement haineux à l'endroit des femmes, des juifs, des homosexuels, qui sont vraiment de la diatribe djihadiste chimiquement pure. Il va se référer à des théologiens d'Al-Qaïda, des théologiens afghans. Et il va même évoquer et poster un moment des vidéos de décapitation qui sont issues d'une série télévision turque. Des gens vont voir ces tweets et vont les signaler à la plateforme Pharos. Et il y a même la LICRA qui tombe sur un des tweets et qui va signaler à la plateforme Pharos. Ce que Pharos explique, c'est qu'en réalité, des tweets très inquiétants de ce type-là, de cette coloration-là, il y en a énormément et que Pharos est saisi à l'époque 600 fois par jour. Et qu'à l'époque, chaque tweet signalé à Pharos n'engage pas automatiquement une surveillance de la DGSI. La question, le critère d'arbitrage à l'époque, c'était de voir si le tweet, si on pouvait faire un lien entre un tweet ou deux tweets problématiques et une volonté de passage à l'acte sur le territoire français. C'est-à-dire que si Anzorov avait tweeté des saloperies et qu'il avait dit « je vais passer à l'acte » ou « j'envisage de passer à l'acte » ou « je menace la France » ou « je fais allégeance à l'État islamique ou à Al-Qaïda à une entreprise terroriste », ça aurait été un motif de signalement à la DGSI. Mais des tweets parfaitement, haineux, il y en a tout le temps. Et donc, en fait, ces signalements à Pharos ne passent jamais le filtre et n'arrivent jamais à la DGSI qui, en fait, ne le voit pas. Et jusqu'au dernier moment, il n'est pas du tout connu, en fait. Les services de l'État découvrent Anzorov après le crime. Est-ce que la famille de Samuel Paty estime, à partir du moment où il y a eu ce cours, où il y a eu la vidéo de Brahim Chtina, que Samuel Paty aurait pu être mieux protégé, notamment par l'État? Alors, il y a la famille Paty a déposé une plainte en responsabilité contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, estimant qu'il y a eu plusieurs manquements. Je vais essayer d'aller vite, parce que là, encore une fois, c'est compliqué. Premier manquement, je viens d'en parler, les services de détection numérique n'ont pas fait leur boulot. En tout cas, le lien entre Pharos et la DGSI était défaillant à l'époque, premier point. Deuxième point, l'arrivée d'Abdelhakim Sefrioui, qui est un militant qui, lui, était identifié de longue date, qui avait une audience parmi les islamistes radicaux, aurait dû alerter les services de sécurité, qui aurait dû sécuriser le collège du Bois d'Aulne de manière beaucoup plus longue et permanente. La principale a expliqué que la première semaine de l'engrenage, la première semaine de la polémique, il y a un effectif de police statique qui reste au collège et qu'à partir de la deuxième semaine, ces patrouilles deviennent dites dynamiques. C'est-à-dire qu'elles passent régulièrement, elles font des rondes, mais formellement, il n'y a pas, pour faire simple, un camion de CRS devant le collège. Bon, on voit que ça aurait pu avoir une importance. Troisième point, la protection fonctionnelle aurait pu être octroyée à Samuel Paty, qui aurait pu, lui aussi, en tant que personne individuelle, faire l'objet d'une protection policière, avec des gardes du corps, comme ça se fait régulièrement. Tous ces manquements sont au cœur aujourd'hui d'une instruction, d'une autre enquête qui est ouverte au tribunal judiciaire de Paris et qui peut-être donnera lieu à un procès un jour ou l'autre. Pour en revenir sur le procès de l'assassinat de Samuel Paty, Margot, comment ça se passe aussi très concrètement sur place quand il y a toutes ces différentes audiences? Comment est-ce qu'on le raconte? Est-ce que vous pouvez aussi parfois avoir accès aux différents accusés? Est-ce que vous pouvez échanger avec eux? Comment ça se passe sur place, par exemple, ce genre de choses? Alors sur place, avoir accès aux différents accusés assez facilement, parce qu'en fait, il y en a une bonne partie qui comparaissent libres, comme on le disait, donc aux suspensions d'audience, notamment pendant la pause méridienne ou l'après-midi, on a accès, on a un contact assez direct. Pause méridienne, c'est bien dit. Merci. On a un contact assez facile avec les avocats, les parties civiles et les accusés. Ce qui crée d'ailleurs
c'est assez déconcertant dans toutes les audiences. C'est vrai que c'est comme ça quand les accusés comparaissent libres. Mais là, c'est vrai qu'on se retrouve tous dans un endroit très restreint. La salle d'audience, on l'a dit, elle est très grande, elle a une capacité énorme. Et donc, toutes ces personnes se retrouvent vers la machine à café quand on sort dans un endroit très restreint. Donc, y compris, par exemple, les sœurs de Samuel Paty et des accusés qui comparaissent libres. Tout à fait. Les personnes détenues, en revanche, on ne peut pas leur adresser la parole. Eux sont dans le box, arrivent avec leurs escortes directement de la prison, s'assoient dans le box, assistent aux audiences et repartent en prison. Et c'est ouvert au public ? Tout à fait. Tout le monde peut y aller. Qui sont les personnes, par exemple, qui viennent à ce genre de procès ? Alors, en général, aux audiences, on croise souvent des personnes retraitées qui viennent par temps, parce qu'ils ont du temps ou par passion pour le système judiciaire. Il y a aussi beaucoup d'élèves avocats. Mais là, dans ce procès, c'est vrai qu'il y a une écrasante majorité de profs ou d'anciens profs, ou du moins des gens qui ont un lien avec l'enseignement ou l'éducation nationale. Et il y a aussi beaucoup d'élèves, d'étudiants. Il y a des classes entières qui viennent, avec notamment l'Association française de victimes du terrorisme, l'AFVT, qui viennent du coup participer au débat. Alors, pas tous les débats, parce que ça dure 7 semaines au total, mais qui viennent sur une après-midi. D'accord. Une question du chat aussi qui revient sur Anzorov et ses potentiels liens avec des organisations terroristes. Il nous dit, j'ai lu dans Libération, je ne sais plus où exactement, qu'il parlait déjà, donc Anzorov, de groupes terroristes comme HTS qui sont anciennement affiliés à Al-Qaïda, il me semble. Est-ce que ça ne suffisait pas à faire des connexions inquiétantes ? Alors, c'est un point qui est beaucoup avancé, notamment par la défense de Sefrioui, pour dire, en fait, il existait une forme en tout cas, de correspondance préalable entre Anzorov et donc il avait un contact avec des djihadistes russophones, tadjiks, me semble-t-il, notamment un dénommé Farouk Chami, qui était présent à Idlib, en Syrie, avec lequel il échangeait préalablement. En fait, Farouk Chami a fait plusieurs appels, notamment à la communauté tchétchène, de passer à l'acte en France. En fait, là, ça va m'obliger à réexpliquer le contexte. Néanmoins, c'est important. Le 16 octobre 2020, on est dans une période très particulière parce qu'a commencé le 2 septembre 2020, un mois et demi avant, le procès des attentats de Charlie Hebdo, enfin de janvier 2015. C'est pas que Charlie Hebdo, c'était Charlie Hebdo, Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale qui a été tuée, et l'hypercachère. Au début du procès, qui a commencé, je crois, le 1er septembre, le 2 septembre, il y a un numéro de Charlie Hebdo qui sort et qui republie les caricatures de Mahomet. Symboliquement, le deuxième jour ou le premier jour de l'ouverture du procès, Charlie Hebdo republie les caricatures de Mahomet. Ça remet la France sous un flot de menaces très fort de toutes les organisations terroristes internationales, et notamment des branches médiatiques, des différentes branches médiatiques d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est une organisation avec de multiples canaux. Il y a un Al-Qaïda en Afghanistan, il y a un Al-Qaïda dans la péninsule arabique, il y a AQMI au Sahel, et en fait, différentes agences d'Al-Qaïda menacent la France. Emmanuel Macron fait un discours contre l'islamisme au Murau, dans lequel il désigne l'islamisme comme un problème que la République française doit canaliser, juguler, etc. et annonce un certain nombre de mesures, notamment une nouvelle loi qui dit une loi séparatiste qui va en fait permettre de lutter contre des associations islamistes, etc. Je fais vite parce que sinon c'est très compliqué. Troisième point, quelques jours avant l'attaque contre Samuel Paty, il y a un jeune étudiant d'origine pakistanaise qui est allé devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert, et qui a attaqué 2 journalistes qui ne sont pas de Charlie Hebdo, mais qui sont de l'agence de prod, de la boîte de prod Première Ligne, au hachoir. Et lui pensait en fait agir contre Charlie Hebdo, il n'avait pas compris qu'ils avaient changé d'adresse. Et donc on est dans un contexte dit écarlate à ce moment-là. Et c'est dans ce cadre-là que Farouk Chami demande en fait à des djihadistes de passer à l'acte sur le territoire national. En réalité, on ne sait pas si l'appel de Farouk Chami est réellement décisif chez Anzorov. En tout cas, Farouk Chami ne dit pas à Anzorov de s'en prendre à Samuel Paty. C'est un appel général. Et c'est là qu'en fait, la défense de Sefrioui l'utilise, mais en même temps, c'est pas parfaitement convaincant. Il se trouve qu'on est effectivement dans ce contexte-là. Et pour finir, quand Abdullah Anzorov décapite Samuel Paty,
il envoie sa photo sur Twitter, il prend une photo du corps décapité et l'envoie sur Twitter, enfin la poste sur Twitter et l'envoie ensuite en DM à Farouk Chami. On nous dit dans le chat, non, c'est simplement une réflexion qui nous dit bonjour, très intéressant ce live. Ne le dites pas à mon patron SVP, je suis encore au taf. Qui salue vos interventions. J'avais une dernière question aussi pour conclure même sur ce procès. Là, c'est jusque quand ce procès? Quels sont peut-être les grands moments encore attendus, les prochaines échéances importantes? Alors c'est jusqu'au 20 décembre. La semaine prochaine sera consacrée à toute la djihadosphère, comme on disait au début. Donc on a les interrogatoires des 4 derniers accusés. Et après, c'est vraiment donc le sprint final. On va avoir les plaidoiries des parties civiles, les plaidoiries de la défense, le réquisitoire et le verdict le 20 décembre. D'accord. Ah si, c'est ça. Il y avait aussi une autre question, c'est ça que j'avais vu juste dessus. Comment est-ce qu'on vit comme journaliste un procès sur un acte d'une telle violence? Vous pouvez chacun votre tour y répondre. C'est intéressant parce que c'est le premier pour toi et c'est le 50e pour moi, donc on va voir si on a les bonnes réponses. Ouais. Vas-y Margot, commence. Finalement, je ne vais pas dire non plus étrangement bien, mais au début j'appréhendais énormément parce que c'est mon premier procès terroriste, donc j'appréhendais, mais je pense que la violence, je me la suis vraiment prise avant en fait, en découvrant le dossier, les photos, vraiment en découvrant tout, je me suis tout mangé. Et maintenant, au procès, j'ai l'impression qu'en fait, on répète énormément de choses. On revient tous les jours sur l'engrenage, tous les jours sur les faits, ce qui fait qu'avec la répétition, on polit un peu l'histoire et elle nous atteint moins. Maintenant, je sais pas, je verrai si... Après le procès, peut-être qu'en janvier, tout ressortira. Je sais pas pour l'instant. Du moins, c'est plus facile que ce que je pensais. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments d'audience particulièrement difficiles. On l'a dit tout à l'heure avec la publication des photos. Quand on voit la projection des photos parce qu'il y a des télés partout. Dans la salle, il y a peut-être une quinzaine de télés. Donc on voit les photos partout. C'est toujours un moment assez violent. Et toi, Willy, comment tu le vis ? Moi, je le vis. Je trouve qu'en fait, c'est ce que j'explique toujours, mais qui est presque étendable à toutes les formes du journalisme. Les lunettes du journaliste, en fait, t'obligent à... En fait, nous, on bosse, donc on bâtit nos papiers un peu dans notre tête en fonction de ce qu'on lit. Alors, c'est pas pour ça, évidemment, de ce qu'on va écrire, pardon. C'est pas pour ça qu'on n'est pas ému, etc. Mais en fait, il y a comme une forme de filtre qui fait que on regarde, mais on regarde de manière un peu omnisciente et on phosphore déjà. Et donc, je pense que ça atténue par ailleurs un peu l'émotion. Moi, j'avais été très, très en difficulté, comme nous tous par ailleurs, pendant la séquence de déposition des parties civiles des victimes du Bataclan, parce que là, il y a eu un effet masse où en fait, ça a duré 5 semaines. C'est-à-dire que pendant 5 semaines, on entendait tous les jours entre 15 et 20 personnes qui venaient nous expliquer ce qui s'est passé, qu'ils avaient perdu des proches, etc. Néanmoins, le terrorisme est toujours terrifiant pour un point, c'est qu'il n'y a pas de jolis crimes, entendons-nous bien, mais le terrorisme, c'est une espèce de crime injuste, enfin parfaitement injuste. C'est-à-dire que c'est une violence qui vient retirer la vie du jour au lendemain. Au nom d'une idéologie, quelqu'un va venir tuer l'un de vos proches de manière parfaitement gratuite. Et ça, c'est quand même toujours assez vertigineux. Moi, je suis toujours assez en difficulté émotionnellement, j'entends, quand on entend les familles, forcément, aujourd'hui la famille pâtit, bon, c'est très... Ses parents, par exemple, ils ont aujourd'hui 80 ans, l'un et l'autre. Son père n'a pas pu venir, d'ailleurs, parce qu'il est très affaibli physiquement. Voilà la fin de vie, en fait, des parents de Samuel Paty, c'est-à-dire à partir de 76 ans, vivre avec la mort de leur fils dans des conditions absolument abominables. Il n'y a rien qui transcende ça, en fait. Donc là, c'est des moments, effectivement, où c'est très lourd, où il faut quand même écrire, il faut avoir le discernement d'écrire. Mais quand même, ce qui protège, c'est cette lunette du journaliste, en fait, où on est toujours quand même dans une sorte de regard en surplomb qui permet de naviguer là-dedans. Une dernière question de chapitre 15. À quoi correspond la création de l'article Paty de la loi séparatisme ? Est-ce que le législateur estime qu'il n'y avait pas de possibilité de condamner les publications de Chnina sur les réseaux sociaux avant ?
À ce propos-là, la défense de Sefrioui l'utilise beaucoup. D'ailleurs, Sefrioui l'a beaucoup dit. En fait, il s'appuie. En fait, il y a une commission. C'est très compliqué, mais il y a une commission d'enquête parlementaire, justement, effectivement, qui a réfléchi à la création de nouvelles infractions, qui permet en fait de se saisir de ce type d'objets et de les judiciariser au titre de la référence qui est faite à l'intérieur à des choses qui ont un écho en fait aux actes de terrorisme du passé. Et Sefrioui en fait se retranche notamment derrière le fait que dans cette commission d'enquête, quand les parlementaires phosphoraient sur la création d'une nouvelle infraction, donc Laurent Nunez, qui est aujourd'hui préfet de police de Paris, mais qui à l'époque était directeur général de la sécurité intérieure, ou qui venait de la quitter. Je ne sais plus s'il était encore DGSI ou s'il venait de quitter la DGSI, avait dit que, en l'état actuel du droit français, la vidéo de Sefrioui n'était pas judiciarisable. Et c'est là, effectivement, qu'il a fallu que la législation française s'est resserrée pour permettre, en fait, de faire entrer ce type de matériaux on va dire, délier des faits, c'est-à-dire jeté sur Internet et qui pourrait faire écho chez quelqu'un qui s'en ferait la traduction par un acte concret. Il a fallu en fait retravailler effectivement les textes pour en faire des infractions organiquement juridiques en fait. Je ne sais pas si je suis clair du tout. Ça l'a été pour moi. J'imagine que ça l'a été pour le chat. Et d'ailleurs, je vais terminer cette discussion. Merci beaucoup à tous les deux et bonne soirée à le chat. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée.